Morning Business, le débat. Et donc le débat autour de ce dilemme pour Jérôme Powell, faut-il privilégier la stabilité des prix en augmentant les taux ou faire attention à la stabilité du système financier en faisant une pause? Nicolas Dos, vous penchez au début, de quel côté? Naturellement, intuitivement, on se dit il y a une schizophrénie totale. Ouais. Est-ce qu'on peut à la fois freiner et accélérer? Est-ce qu'on peut mettre énormément d'eau chaude en même temps qu'on met énormément d'eau froide? Eh bien, en fait, c'est le monde merveilleux des banques centrales. Et les banques centrales ont une sorte de pouvoir et de capacité qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Parce qu'effectivement, on se dit on ne va pas continuer à monter les taux alors qu'il y a de l'incertitude sur les banques et que les montées de taux font que la mer se retire et qu'on voit ceux qui nageaient sans maillot de bain. Et pourtant, c'est exactement ce qu'a fait la Réserve fédérale en urgence il y a ne serait-ce que moins d'une semaine. Ils mettent en place le Bank Term Funding Program, le BTFP, le nouveau programme de liquidité d'urgence qui s'ajoute au programme classique de liquidité d'urgence qui est déjà connu, qui s'appelle le Discount Window. En une semaine, 165 milliards de dollars sont sortis, principalement du programme classique, et 12 milliards du fameux nouveau programme qui a été mis en place. Ce nouveau programme permet à une banque d'obtenir des financements à moins d'un an, qu'elle va gager sur des titres absolument sûrs, qui s'appellent bons du Trésor américain, avec la particularité, c'est qu'ils vont être pris en compte avec leur valeur faciale, et pas leur valeur en fair value, la valeur de marché au moment donné, là, à l'instant T. Si on avait pris les titres de SVB en valeur faciale, il n'y avait pas de problème. Si on les mettait en valeur de marché immédiate, le fameux mark-to-market, eh ben là, évidemment, comme ils sont libérés avant la date d'échéance, avant la fin de la maturité de l'obligation, on regarde combien ça vaut aujourd'hui, ça vaut beaucoup moins, et voilà comment une banque se retrouve avec 2 milliards de paumes. Et en fait, on se dit, il n'y a pas de problème. Moi, je continue à monter mes taux d'intérêt, comme a fait la Banque d'Angleterre il y a quelques mois. Et puis, j'ai plein de petits outils merveilleux qui me permettent en même temps d'assurer la parfaite liquidité du marché. C'est-à-dire que la Banque centrale a finalement un pouvoir extraordinaire. Elle est la seule à pouvoir être à la fois pompier et à la fois pyromane. Et on a bien vu qu'effectivement, la Réserve fédérale américaine a engagé le dégonflement de son bilan, qui est de 9 000 milliards de dollars. Il avait baissé de 7% depuis le mois de mars. Là, il vient de reprendre 300 milliards de dollars. Donc on peut à la fois faire les deux en même temps. Et vous pouvez faire QE. Alors c'est ça, c'est le côté, est-ce que c'est indéfini? Ça, c'est un vrai sujet. Mais vous remarquerez une chose, c'est que toute la tempête bancaire, là, risque en fait d'avoir l'effet à elle seule des resserrements de politique monétaire. Parce qu'en fait, la tempête bancaire va probablement durcir les conditions d'accès au crédit et faire monter les taux et renchérir le crédit. Ce qui veut dire que la Banque centrale, d'un côté, elle assure la liquidité bancaire, et de l'autre, les inquiétudes autour des banques vont probablement avoir l'effet des politiques de resserrement. Et du coup, savoir quel effet sur l'inflation, cette politique contradictoire. On arrose de liquidité, on monte les taux, du coup, l'inflation, ça va donner quoi? C'est pas la même chose. Autant le quantitative easing faisait monter le prix des actifs, autant là, les programmes de liquidité, c'est pas réellement du quantitative easing. Ça va pas faire baisser le prix des actifs. Mais je trouve que ce monde est assez incroyable parce que intuitivement on se dit on ne peut pas faire les deux. Et pourtant on se rend compte qu'on peut faire les deux. Jean-Marc Daniel. Oui, on sait depuis très longtemps que la Banque centrale a plusieurs outils et elle n'est pas les seules à être en situation. Le véritable enjeu, c'est ce qu'on appelle en économie le principe de Tim Hergen. C'est d'identifier par acteur économique le nombre d'outils dont il dispose et d'identifier en regard le nombre de problèmes et comment on affecte un outil à un problème. Donc là, il y a un problème de liquidité. Traditionnellement, la Banque centrale est là pour ça. Et ce qui est de frappant, c'est qu'elle a atteint la capacité à répondre à ça il y a 50 ans. Très exactement, le 19 mars 1973, puisque ce jour-là, officiellement, il n'y avait plus de limite à la création de monnaie par la Banque centrale, puisque l'or disparaissait du système. Et donc, à partir de ce moment-là, la Banque centrale peut inonder de liquidités à l'infini dans sa propre monnaie. Le véritable enjeu, et c'est la force de la Banque centrale, c'est qu'elle peut faire des dollars. Maintenant, lorsqu'on est en face d'une crise de change, ça ne peut pas marcher parce qu'elle fait des dollars et elle ne fait pas si on lui demande des euros ou des yens. Donc là, il y a cet aspect-là, et puis il y a la lutte contre l'inflation, il y a la hausse des taux d'intérêt. Le véritable problème, c'est est-ce que les outils, et là aussi on trouve ça chez Tim Hergen, notamment dans son discours où il a reçu le prix Nobel, est-ce que les outils sont déconnectés les uns des autres? Et alors? Et la réponse, on voit bien qu'ils ne le sont pas totalement ici, puisque l'outil lutte contre l'inflation va avoir comme conséquence, de façon d'ailleurs tout à fait prévisible au départ, d'entretenir la crise bancaire, de créer la crise bancaire par ce mécanisme de façon dont on enregistre les... Donc plus on augmente les taux, plus on va arroser le marché
marché de liquidité. Exactement. Et donc il y a une espèce d'élément où la corrélation des deux outils font qu'un outil détruit l'autre outil. Ouais. Et donc des enjeux pour les... Mais c'est la même chose pour l'État. Hein. L'État, quand il a le frein et l'accélérateur, et donc ça, cette fois-ci, c'est pas Tim Bergen, c'est nommé Avelmo qui a théorisé ça. Suivant comment vous gérez entre l'augmentation des dépenses et l'augmentation des impôts quand vous cherchez à lutter à la fois contre le chômage par l'augmentation des dépenses et contre l'inflation par l'augmentation des impôts, comment est-ce que vous êtes en capacité de combiner les deux? Vous avez remarqué, dans les deux cas, Banque centrale ou État, on est en train de nationaliser l'économie, hein, que ce soit une nationalisation de l'économie par le budget ou une nationalisation quelque part de la finance mondiale par les banques centrales. Oui et non, parce que c'est toujours traditionnellement le rôle de la politique économique qui est de répondre aux crises. Le véritable enjeu dans tout ça, c'est est-ce que la réponse... Du coup, vous êtes Powell, vous arrêtez? J'arrête, parce que l'enjeu, c'est pas tellement liquidité, inflation, c'est est-ce que la réponse par la hausse des taux est conforme au problème d'inflation que nous traversons. Et la réponse est non, je dis non depuis très longtemps. Et surtout qu'encore une fois, les inquiétudes sur la banque, ça apporte, enfin ça facilite le travail de la Banque centrale. Si elle fait une pause sur sa hausse de taux, mais que les banques font le job derrière, parce que tout le monde a un peu peur sur l'accès au crédit, ça revient au même, c'est du resserrement monétaire.